Ce murmure ne m'était pas destiné. Ou peut-être que si, assez bas pour être nié. Assez tranchant pour laisser une cicatrice. Le cercueil venait à peine d'être descendu. Mon mari, depuis 43 ans, James, n'était plus qu'un nom gravé sur du bois poli. Derrière moi, une voix sèche et cassée dit « Maintenant ». On n'attend plus que la pauvre veuve s'en aille. Je me figeais. Je ne me retournais pas, ne branchais pas. Mais quelque chose en moi bougea, lentement et définitivement, comme de la glace craquant sous la pression. Je reconnus la voix. Emily, ma belle fille. Je restais immobile au bord de la tombe, tandis que les personnes en deuil commençaient à se disperser comme des pétales emportés par le vent. Mon fils, Nathan, riait maladroitement à proximité, en discutant avec le pasteur. Personne ne me remarquait plus, pas comme lorsqu'il était à mes côtés, son bras posé sur le mien, même malade. J'avais toujours été la personne calme, l'ombre fidèle, jamais celle qui s'exprimait, qui répliquait ou qui faisait des scènes, mais ce murmure, froid et venimeux, s'enroulait autour de mon cœur. Ils ne pleuraient pas avec moi, ils attendaient que je parte. Je baissai les yeux vers l'herbe. Mes chaussures étaient boueuses. Je n'avais pas réalisé depuis combien de temps je restais immobile, ni à quel point il faisait froid. Mes mains tremblaient légèrement. Non pas de chagrin, mais d'autre chose. La prise de conscience. Emily voulait ce qui allait suivre, la maison, les comptes, l'héritage que James et moi avions construit, pièce par pièce, la vie que nous avions bâtie à la sueur de notre front et au prix de nombreux sacrifices. Elle voulait que tout cela lui soit remis sur un plateau, avec un sourire poli et ma signature. Je n'étais qu'un obstacle. La pauvre veuve qui se dressait sur son chemin. Je me suis retournée pour partir, les pas délibérés, le visage impassible. Nathan m'a appelé derrière moi, d'un ton désinvolte et vide. « Maman, on se voit à la maison ?» Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas sans trahir ce que je venais de découvrir. À la maison, il y aurait encore plus de platitudes, plus de condoléances apprises par cœur. Et Emily, avec son large sourire factice et ses gestes attentionnés, proposerait de m'aider à trier les affaires de James. Nathan resterait silencieux, évitant mon regard, faisant semblant de ne pas remarquer à quel point elle bougeait vite. Mais il ne savait pas ce que j'avais entendu. Et il ne savait pas que j'avais fini de faire semblant de ne pas entendre. Je suis rentrée seule à la maison. Le silence dans la voiture n'était pas paisible. Il était tendu. Quelque chose s'était déchiré, et je ne pouvais pas le recoller avec des dénégations. James était parti, et dans l'heure de mon plus grand chagrin, j'étais déjà en train d'être effacée, mise de côté, marquée pour être éliminée comme un vieux meuble dans une maison que quelqu'un voulait redécorer. Je me suis garée dans l'allée de notre modeste maison en briques. Elle avait l'air différente maintenant, plus solitaire, mais aussi mienne, toujours mienne, à l'intérieur. L'odeur familière du polish au citron et du vieux papier m'a accueillie. Je m'affalai dans le fauteuil du salon où James avait l'habitude de s'asseoir. Je me souvenais comment il posait sa tasse de café sur le rebord de la fenêtre, comment il fredonnait en lisant le journal. Il n'avait jamais imaginé que cette famille se désagrégerait après son départ. Il croyait trop à l'héritage, aux noms inscrits sur les actes de propriété, au lien du sang. Mais le sang n'avait rien à voir avec la loyauté, l'amour ou la patience. La porte d'entrée grinça comme elle l'avait fait pendant 38 ans. J'entrai et la refermai lentement derrière moi, laissant le loquet cliquer avec finalité. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Pas le bruit des pantoufles de James sur le parquet, pas de tout provenant du bureau, pas de murmure. Tu es là. Lorsque j'entrais, seulement l'écho des paroles d'Emily qui me taraudaient encore les entrailles. Je traversais les pièces comme si je les voyais pour la première fois. Chaque étagère, chaque photo, chaque coussin était imprégné de nos années passées ensemble. Nous avions acheté cette maison lorsque Nathan avait 2 ans, alors que le papier peint se décollait encore et que la plomberie à l'étage était capricieuse. James avait travaillé à 2 emplois pendant 5 ans pour rembourser le prêt plus tôt.
J'ai poncé les planchers à genoux pendant que Nathan faisait la sieste dans son berceau. Nous avons construit cet endroit avec nos mains écorchées et nos rêves communs. Et maintenant, je devais simplement le quitter comme un fantôme. J'ai pris une photo encadrée sur la cheminée, James et moi. Quelque part dans la quarantaine, je riais, ma main posée sur son torse. Nous avions l'air si jeunes, fatigués, mais toujours illuminés de l'intérieur par quelque chose d'indestructible. J'ai essuyé la vitre avec ma manche et l'ai reposée doucement. La sonnette a retenti. Je n'ai pas sursauté. J'ai juste soupiré. Nathan. J'ai ouvert la porte et il était là, avec le même sourire penaud qu'il affichait toujours quand il avait besoin de quelque chose. Salut, maman. Je suis passé voir comment tu allais. Il entra sans attendre de réponse. Son eau de Cologne sentait bon et cher. Il me serra dans ses bras, brièvement, machinalement, puis se dirigea vers la cuisine comme si c'était encore la maison de son enfance. Il ouvrit le réfrigérateur, jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis le referma. « Tu n'as pas mangé ?» demanda-t-il. « Je n'ai pas faim. » Il hocha la tête comme si cela avait un sens, s'assit à table et regarda autour de lui comme s'il inspectait les lieux. Je m'assis en face de lui, essayant de ne pas étudier la courbe de sa mâchoire qui avait autrefois été adoucie par un peu de graisse de bébé. Il ressemblait plus à son père que je ne voulais l'admettre. À l'exception des yeux, ceux de Nathan étaient plus froids. J'attendis. Il n'était pas là pour me réconforter. Effectivement, après quelques secondes de silence gênant, il dit « Emily m'a dit que tu avais peut-être entendu quelque chose à l'enterrement. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. » J'ai légèrement penché la tête. Comment voulait-elle dire? Nathan s'est agité sur son siège. « Écoute, nous essayons juste de t'aider. Tu es seul maintenant. C'est une grande maison. Il y a beaucoup à faire. Nous avons pensé que si tu emménageais avec nous, nous pourrions nous occuper de tout ici. » J'ai failli rire. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je ne pouvais pas m'empêcher de revoir le visage de Nathan. La rapidité avec laquelle sa sympathie s'était évanouie quand il pensait que je ne le regardais pas. La façon dont il avait regardé cette maison, ma maison, comme si c'était un objet sur une étagère marquée. Transferred à tante. Et Emily, cette fille qui m'avait toujours observé de trop près, non pas avec admiration, mais avec calcul. Je repensais à la première fois où elle avait évoqué le domaine. C'était lors d'un dîner, il y a des années, quand Harold était encore assez fort pour arracher les mauvaises herbes dans le jardin sans avoir besoin de se reposer toutes les 5 minutes. Ce soir-là, nous avions préparé un ragoût de bœuf. Emily n'y avait pas touché, prétextant qu'elle ne mangeait pas de gluten, même si personne ne lui avait demandé, alors que Nathan parlait d'un nouveau projet immobilier dans lequel il était impliqué. Emily a esquissé son sourire crispé et a dit « Avez-vous pensé à mettre vos affaires en ordre? C'est juste, vous savez, plus sûr pour la famille. » Je me souviens qu'Harold s'était légèrement étouffé avec son pain. J'avais ri à l'époque, essayant d'y voir de l'inquiétude, mais ses yeux n'étaient pas sur Harold. Ils étaient sur moi. Je lui ai demandé une fois pourquoi elle changeait toujours de sujet lorsque je parlais de déménager dans un endroit plus petit. Elle m'avait répondu « Oh, tu ne t'adapterais jamais. C'est mieux que les choses restent comme elles sont. Comme elles sont pour qui? » J'aurais dû être plus attentive. J'aurais dû poser plus de questions. Mais c'était toujours Harold qui s'occupait des formalités administratives. Je lui faisais confiance. Et je faisais confiance à Nathan. Ce fut ma deuxième erreur. Aujourd'hui, les souvenirs me reviennent avec plus de précision. Emily me pressant de signer quelques documents pendant ce long séjour à l'hôpital. Harold voulant que les choses soient claires, Nathan balayant mes demandes de les relire. Et moi, trop épuisé par le chagrin et la fatigue pour insister. À l'époque, tout cela semblait insignifiant. Aujourd'hui, cela semble délibéré. Margaret est passée cet après-midi-là, ma voisine depuis 20 ans, et la seule personne qui n'avait pas changé de ton avec moi depuis les funérailles. Elle a apporté des barres au citron. Les préférées de Harold. Nous nous sommes assises dans la cuisine, celle avec le carrelage ébréché
qu'il avait toujours voulu remplacer. J'ai entendu dire que Nathan était dans le coin, a-t-elle dit doucement, comme pour me pousser du coude, plutôt que pour me taquiner. J'ai acquiescé. Il est passé hier. Sa bouche s'est crispée. Et Emily? Non, mais son parfum est encore là. Je l'ai senti sur la chaise. Margaret n'a pas ri. Elle a simplement attendu. Ils tournent autour de nous. Ai-je fini par dire. Je pense qu'il y a plus que le deuil. J'ai trouvé un des dossiers de Harold qui avait été ouvert. Ça m'a semblé bizarre. Margaret m'a pris la main. Evelyn. J'ai gardé le silence assez longtemps. C'est là qu'elle m'a tout raconté. 3 semaines avant le décès de Harold, elle avait vu Emily dans le jardin, au téléphone, faisant les 100 pas près de la clôture, disant qu'elle avait besoin de la coopération de la vieille femme, sinon ça allait mal finir. Margaret ne voulait pas me bouleverser à ce moment-là, pensant que c'était peut-être le stress qui parlait. Maintenant, elle n'en était plus si sûre. Ma bouche s'est asséchée. Je suis restée assise longtemps après son départ. C'était un murmure que j'avais ignoré auparavant. Maintenant, il hurlait. Elles n'étaient pas en deuil. Elles se préparaient. Elles se préparaient à m'effacer avant même que je quitte la pièce. Et peut-être, juste peut-être, avait-elle déjà un plan en cours. Si le testament que j'ai trouvé hier dit bien ce que je pense, si le nom d'Harold figure sur un document qu'il n'a jamais vu signer, alors cela va plus loin que la cupidité. C'est du vol. Mais pas encore. Je n'allais pas m'emporter. Je n'allais pas crier. J'allais tout vérifier. Car s'ils avaient eu l'audace de venir chez moi avant que la terre sur sa tombe ne soit sèche, alors j'avais l'audace de me battre. Je suis retournée dans le bureau de Harold vers minuit. J'avais besoin de solitude. Du bruit des tiroirs sombres qui grinçaient et de la sensation de l'air glacial autour de ses affaires. Tout comme on reconnaît le bruit de sa propre porte d'entrée. Je savais que lui seul avait ouvert ce tiroir. Contrairement au désordre habituel de Harold, la pile de papiers de la veille était excessivement ordonnée. C'était intentionnel. Le dossier. Last Will and Testament. Dernière volonté et testament. Estampillé en rouge. Se trouvait à l'arrière. Même si je n'avais pas peur, l'anticipation de libérer une colère que je n'avais pas méritée fit légèrement trembler mes doigts lorsque je l'ouvris. À l'intérieur, il y avait une seule page dactylographiée sur du papier assez neuf et excessivement propre. La date indiquée était celle de 7 jours avant la mort de Harold. Cependant, je sais où se trouvait Harold 7 jours avant sa mort. Il mangeait peu, parlait à peine et dormait par intermittence. Depuis la fenêtre du salon, nous avons tous deux admiré le même coucher de soleil. Lorsque je lui ai demandé s'il y avait du nouveau sur le plan juridique, il m'a simplement répondu « Tout est en ordre, ma chérie, tout ira bien ». Il n'a jamais évoqué l'idée d'un Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Chaque mot me bouleversait, mais je continuais néanmoins à lire. Ni la voix de Harold, ni même celle de l'avocat avec lequel il travaillait souvent, n'avait cette formulation particulière, trop robotique, trop froide. La signature de Harold James Hill, bien qu'elle ne soit pas de sa main, apparaît tout en bas. J'ai vu la signature d'Harold à plusieurs reprises, notamment sur des cartes d'anniversaire, des chèques et des messages qu'il m'avait laissés sur le réfrigérateur. C'était une performance, pas son écriture. À côté, la signature d'Emily Ann Hill, un témoin. De toute évidence, c'était elle. Et qui avait tout à y gagner. Une seule personne, Nathan Hill. Il n'était fait mention ni de moi, ni de nos comptes joints, ni de nos biens communs, ni de la fiducie que Harold avait créée pour nos petits-enfants. Tout tournait autour de Nathan. Ma respiration était si faible que je m'assaillis dans le fauteuil, le dossier étalé sur mes genoux, sans m'en rendre compte. Cette trahison réveilla en moi quelque chose que même la tristesse ne pouvait apaiser. Et je retins mes larmes pour la première fois depuis la mort de Harold. Je n'ai pas inventé cela. Cela allait au-delà de la simple ambition. J'avais une stratégie. Peut-être qu'Emily l'avait tapé sous le regard de Nathan. Peut-être qu'ils avaient guidé la main tremblante de Harold ou lui avaient apporté le stylo.
Peut-être qu'il n'avait rien fait de tout cela. Peut-être voulait-il simplement que je ne le voie jamais et avait-il copié une signature sur un chèque. Mais il n'avait pas prévu que je me souviendrais de tout, surtout de la vérité. Même si je ne suis pas du genre dramatique ou extraverti, Harold m'aurait gardé dans la famille pour toujours. Il était parfois très silencieux, mais il était toujours très catégorique quant à sa volonté de me protéger. Ne les laisse pas te mettre la pression. M'avait-il averti à plusieurs reprises. Tout doit rester comme prévu. S'il m'arrive quelque chose, appelle Alan immédiatement. Notre avocate, Alan, pour continuer à croire que Nathan avait encore un peu de décence. J'avais presque oublié. Ou peut-être m'étais-je permis d'oublier, mais ce n'était plus le cas. J'avais enfin un faux et une excuse pour agir. Tout comme Harold le faisait avec nos lettres importantes. J'ai glissé le faux testament dans une enveloppe. Je l'ai mise dans la poche de mon manteau et j'y ai inscrit ses initiales. J'ai ensuite contacté Alan, laissé un message. Je n'ai réussi à dire qu'une seule phrase. C'est Evelyn. Je dois vérifier quelque chose de très grave concernant le testament de Harold. Je ne pouvais pas dormir. Non. Je me suis levée de mon siège, maintenant que je savais ce qui se passait. Je surveillais de près la porte d'entrée, le couloir et chaque ombre dans la maison. De plus, j'étais désormais témoin oculaire, en plus d'être la veuve. Le lendemain matin, avant la deuxième sonnerie, Alan Harper a décroché le téléphone. Sa voix était claire et attentive, comme s'il attendait un appel, mais pas celui-là, d'une voix basse. Je lui ai dit « J'ai découvert quelque chose ». Harold était censé avoir signé un document une semaine avant son décès. Ce document désigne Nathan comme seul héritier. Mais l'écriture n'est pas la sienne et la voix ne ressemble pas à la sienne. Il ne m'a pas demandé d'apporter le document, ni de donner plus de précision. Il m'a simplement ordonné « Venez tout de suite ». Harold et moi étions toujours assis en face d'Alan dans le même bureau, une tasse de café à la main et un document avec des instructions révisées, comme la dernière fois. Harold se moquait encore de moi parce que j'avais laissé le choix de la musique pour nos funérailles à la génération suivante, alors que cela s'était passé il y a près de 2 ans. Tu passeras Sinatra et tout le monde pleurera, disait-il avec humour. Aujourd'hui, Alan était sérieux. Il a pris l'enveloppe avec précaution, en a inspecté le contenu, puis l'a posé sur la table. Je n'ai pas fait de ça, a-t-il dit. Ce n'est même pas proche de ce que Harold a signé. C'était clair pour moi. L'entendre le dire était comme expirer après avoir retenu son souffle pendant des jours. Les documents authentiques, certifiés par un notaire, datés et correctement classés, avaient été fournis par Alan. La maison, les économies et même les demandes d'Harold concernant les frais universitaires des enfants étaient répartis à parts égales, exactement comme je m'en souvenais. Il y avait également une clause me permettant de rester dans la maison jusqu'à ce que je prenne une autre décision. « Regarde les signatures », m'a dit Alan en me montrant les 2 documents. D'un côté, la signature d'Harold, avec sa boucle sur le champ, Tiffitine, était ferme et claire. De l'autre, on aurait dit que quelqu'un avait trop forcé ou, essayait de l'imiter. Et tu dis que le nom d'Emily figure comme témoin. J'ai donné mon accord. Alan a poussé un gémissement nasillard. C'est extrêmement étrange. C'est une tentative imparfaite de modification. Dans le pire des cas, c'est une fraude. Il avait fini de s'exprimer. Je savais déjà de quoi il s'agissait. J'avais juste besoin qu'un expert me le confirme. « Restant calm », j'ai répondu. J'ai besoin d'une confirmation. Avant d'ajouter « légale et discrète ». Alan s'est calé dans son fauteuil. Je l'ai arrêté et lui ai dit « Non, pas encore ». Il a haussé un sourcil et j'ai vu qu'il envisageait d'engager une procédure. Parce qu'il pense que je ne sais pas. Ai-je ajouté « Il pense que je ne suis qu'une vieille femme en deuil qui va les laisser faire ce qu'ils veulent. Laissez-les profiter encore un peu. Je veux être sûr que quand ça arrivera, ça fera mal. » Alan a esquissé un sourire. Alors je vais l'envoyer à un expert en écriture. En attendant, je vais commencer à révoquer toutes les autorisations dont Nathan pourrait essayer de se servir.
y compris la procuration qu'il a fait signer à Harold l'hiver dernier. Tu as toujours la copie. J'acquiesçai. Elle est dans le coffre-fort. Je te l'apporterai aujourd'hui. Bien, répondit l'homme. Puis, d'un ton plus doux, presque confus, il ajouta: Harold serait fier de toi. L'idée de pleurer m'aurait traversé l'esprit si j'avais répondu. Harold n'aurait jamais permis que les choses en arrivent là. C'est pourquoi je m'en suis abstenue. Profitant de la luminosité du parking, je me suis levée et je suis sortie dans le soleil comme si j'avais des courses à faire. Une détermination calme s'empara néanmoins de moi. C'était eux qui avaient pris cette décision. Ils avaient modifié les dernières volontés d'un homme. Ils avaient ignoré la femme qui s'était battue à ses côtés toute sa vie. Cependant, l'acte portait toujours mon nom. Les documents originaux étaient en ma possession. J'avais désormais un témoin, un avocat et une stratégie. Je les invitais à prendre le thé. Nathan se montra respectueux et prudent lorsque je l'appelais. Bien sûr, maman. Nous disions justement que nous devrions prendre de tes nouvelles. Emily joua les hôtesses, chaque fois que cela lui convenait, ouvrant la porte avant même que Nathan ne frappe, les yeux vifs, comme si elle mesurait déjà les rideaux. Elle entra dans la pièce, pour autant que je puisse en juger. L'odeur de l'après-rasage d'Harold flottait encore dans l'air. Alors que le thé préféré d'Harold infusait entre nous, nous nous sommes assis dans la véranda avec la porcelaine fine et les cuillères en argent poli. Je restais impassible. Ils ont eu l'occasion de parler avant moi. Emily est immédiatement entrée dans le vif du sujet. « Tu tiens si bien le coup », a-t-elle dit, sa voix trahissant son empathie calculée. « C'est normal de commencer à planifier l'avenir. Et, franchement, Nathan et moi avons discuté pour t'aider à alléger un peu la pression », a-t-elle ajouté en jetant un regard à Nathan, qui acquiesçait comme une marionnette. « C'est juste que, avec la maison et la gestion de tous les biens, nous pourrions t'aider. Maman, a dit Nathan, nous pourrions nous occuper de tout. » Tout en remuant prudemment mon thé, j'écoutais. « Tu as traversé beaucoup d'épreuves, » a poursuivi Emily, la voix pleine de compassion. « Peu importe les formalités administratives, nous sommes une famille et nous veillerons à ce que tout soit en sécurité. » Le mot « sécurité » resta suspendu dans l'air comme une guêpe qui vole autour d'une fleur. Cela me rendit heureuse. C'est très attentionné de votre part. L'expression d'Emily changea brièvement, comme si elle s'attendait à ce que je cède. Les personnes âgées et réservées pensent toujours que nous allons abandonner. À contre-cœur, je posai ma tasse sur la table, tout en gardant un œil sur eux deux. Je dis, j'ai trouvé de vieux dossiers que Harold avait cachés. C'est drôle ce qu'on peut trouver en faisant le ménage, n'est-ce pas? Nathan cligna des yeux et perdit sa concentration. Emily serra sa tasse entre ses doigts. Oh. Nathan tenta de paraître indifférent. En effet, ai-je poursuivi, son testament, entre autres, celui que vous pensiez tous les deux que j'avais perdu. Silence. Le sourire d'Emily s'est légèrement agité. Oh, celui-là, a dit Emily doucement. Mais vous savez que ce n'est peut-être pas la version la plus récente, n'est-ce pas? Harold a fait quelques mises à jour récemment. J'avais la tête qui tournait. Nathan a toussé et a répété. Vraiment. Emily acquiesça d'une voix basse et condescendante, comme si elle avait répété son texte. Elle répondit. Eh bien, nous avons beaucoup discuté quand tu étais occupée à l'hôpital. Il voulait simplifier les choses. Tu sais combien les successions peuvent être compliquées. Evelyn, Harold voulait simplement épargner ce stress. Ma voix était basse et méthodique, ni furieuse ni dure. Je me penchai très légèrement vers elle. Oui? Eh bien, je laisserai mon avocat faire le tri entre ce qui est valable qui se fait blamper. Heureusement, j'ai conservé toutes les versions. C'est drôle comme Harold était toujours si méticuleux. Le flash était là. Une ombre pâle passa sur le visage d'Emily. Pendant un instant, Nathan fut terrifié et la regarda, d'une main ferme. Je pris une autre gorgée de thé.
Nathan étouffa un rire tandis que je continuais. Bien sûr, mon cher, dis-je avec tendresse. Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour la famille. Exactement. Emily fit de son mieux pour se remettre rapidement. En fait, pourquoi ne pas rencontrer l'avocat tous ensemble pour clarifier les choses? J'appuyai sur ma tasse un peu plus fort que nécessaire, faisant teinter délicatement la porcelaine. Nathan s'ajusta sur sa chaise et répondit. Je suis sûr que nous le ferons. Emily, en temps voulu. Je laissai le silence s'installer plus longtemps que je ne l'aurais souhaité. Je m'approchai et tapotai l'épaule de Nathan. Bonne. J'ai des courses à faire. Mais je tiens à vous remercier de votre visite. Vous m'avez apporté une clarté inestimable, dit Emily, son sourire se crispant alors qu'il se dirigeait vers la porte. Nathan évita complètement de me regarder. Après leur départ, je verrouillai la porte. Pour une fois, ils ont pris mon étonnement pour autre chose. Très bien joué. Laisse-leur. Le vrai spectacle était sur le point de commencer. Quelques jours plus tard, je me retrouvai face à Alan, mais cette fois-ci avec des documents qui semblaient plus lourds qu'ils ne l'étaient en réalité. La fiducie est prête, murmura Alan. Les actifs seront sécurisés. Personne, ni Nathan, ni Emily, ne pourra y accéder sans votre instruction directe. Et s'il vous arrive quelque chose, le contrôle passera au fiduciaire. J'acquiesçai et joignis les mains. Au lieu de Nathan, c'était Margaret qui servait de fiduciaire. Elle m'avait demandé sans hésiter et n'avait pas sourcillé lorsque je lui avais expliqué pourquoi. Ils vont se battre contre vous, m'avait dit Margaret à voix basse. Même si j'étais plus préparée que jamais, je ne répondis pas à la question. Êtes-vous prête pour cela? Car je n'en étais pas sûre. Ils ont déjà commencé, lui avais-je répondu à la place. Cela semblait différent maintenant qu'Alan ait été impliqué. Le document qui avait été glissé à sa place n'était pas seulement de l'encre et une signature, c'était une armure. Cette révocation de procuration est désormais enregistrée, a poursuivi Alan en touchant la page qui venait d'être signée. Nathan n'a plus aucune autorité légale pour gérer tes affaires. J'ai informé la banque. Ton courtier et tes assureurs. C'est fait. Le travail était terminé. L'espoir que l'amour de Nathan pour moi l'emporterait sur son avarice m'avait maintenu dans cette situation précaire pendant longtemps. C'était de l'ignorance de ma part. Mon argent leur était plus cher que moi-même. En guise de dernière étape, Alan me présenta la version révisée de mon testament. Plus aucune lacune, plus aucune faille, déclara le président. Même s'il tente de le contester après votre décès, cette version est irréfutable. Mon nom s'est dessiné à l'encre bleue, comme un sceau sur une lettre que je n'avais jamais voulu leur faire lire, tandis que je signais lentement et soigneusement. J'ai soigneusement placé l'enveloppe ignifugée dans mon sac à dos, et je me suis levée lorsqu'il m'a dit « Garde ça en sécurité chez toi. L'original reste avec moi, et s'il tente quoi que ce soit avant, appelle-moi. » Même si le soleil de fin d'après-midi ait été éblouissant, j'appréciais d'être dehors sous ces rayons chauds. Je me sentais complètement droit pour la première fois depuis des semaines, sans être courbé par la tristesse ou paralysé par l'incertitude. Je suis arrivé chez moi au son d'un bip provenant de mon téléphone. « Salut, Nathan. » J'ai failli l'y laisser sonner, mais j'ai finalement décidé de l'écouter. « Salut, maman. » a-t-il répondu d'une voix plus décontractée que d'habitude. Emily et moi pensions que nous pourrions peut-être dîner ensemble ce week-end. Tu sais, juste pour prendre des nouvelles, voir comment ça va. Je laissai le silence s'installer. Je finis par prendre la parole. C'est gentil, Nathan, mais ce n'est pas nécessaire. Tout va très bien de mon côté. Il y eut un autre silence nerveux avant que je poursuive. Je souris dans le vide et dis « Eh bien, si tu changes d'avis, nous voulons juste nous assurer que tu vas bien. » C'était mon ton. « Oh, je vais très bien, ma chérie. »« Mais merci. » Vas-y. D'une main calme. Je posai le téléphone. J'avais détecté une pointe d'anxiété masquée par l'inquiétude dans sa voix. Ils avaient senti le changement. C'était très probablement Emily qui était derrière tout ça, l'empoisonnant avec ses plans pour garder maman près d'elle, la rendre vulnérable et garder le contrôle. Hélas,
Il était déjà trop tard. Ils ne considéraient plus la maison comme une récompense. Leur avenir n'était plus lié à l'argent. J'avais dépassé le stade de la naïveté. Je savais que Harold aurait souri en me voyant dans son bureau, contemplant le jardin dont il prenait tant soin. Discret ne signifie pas faible. Il était évident qu'il ne serait pas patient. Avant même que la sonnette ne retentisse ce vendredi matin, j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. C'était trop sûr, trop brusque pour être Nathan qui frappait à la porte. Dès que j'ai ouvert la porte, Emily se tenait là, absolument magnifique, avec son rouge à lèvres impeccable. Elle n'était toutefois pas seule. J'ai immédiatement reconnu un agent immobilier à la silhouette imposante derrière elle, un homme en costume impeccable, un bloc-notes à la main, et la dame qui le suivait de près. Tout le monde pouvait voir à travers son sac à main de marque. « Bonjour, Evelyn », dit Emily avec un sourire en entrant discrètement dans la pièce, sans demander la permission. « J'espère que je ne vous dérange pas. » Je restais plantée à l'entrée. « Il est tôt, Emily. »« Oh, il n'est jamais trop tôt pour de bonnes nouvelles, » répondit-elle joyeusement. « Salut, comment ça va? » Mark et Jenna passent juste faire un petit tour. J'ai réussi à garder un ton neutre, avec un sourire éclatant et une voix basse. Elle a poursuivi, pour la maison, bien sûr. C'était comme si nous étions complices. Elle croyait m'avoir dans ses filets et m'a dit d'un air radieux. « Nathan m'a dit que tu étais disposé à entamer les démarches. Nous voulons juste avoir une idée de la valeur marchande. C'est purement préliminaire. » Toujours pas d'appel de Nathan. Comme Nathan n'avait pas le courage d'aborder le sujet, il s'en abstint, en observant l'agent et le type qui tenait le bloc-notes. Je laissais mon regard vagabonder, sous mon regard intense. Ils se déplaçaient maladroitement, et leur sourire professionnel vacillait quelque peu. Je m'excusais, aussi aimable que d'habitude, mais je ne me souviens pas avoir demandé la visite, ni l'évaluation. La voix d'Emily devint trop mielleuse et sucrée. « Oh, je vous en prie, Evelyn. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Nathan vous a déjà tout expliqué. Notre objectif est de faciliter cette transition pour vous. Et voilà encore ce mot. Transition. Comme si j'étais une marchandise prête à être expédiée. Je joignis les mains et murmurai. Je vois. D'un ton subordonné. Et de quel genre de transition s'agit-il? Dit-elle, visiblement décontenancée par mon absence de résistance. Eh bien, dit-elle en désignant vaguement la maison, comme si les murs eux-mêmes étaient un poids dont je voulais me débarrasser. Nous savons tous que cette maison est beaucoup trop grande pour vous maintenant. Cela doit être épuisant de la gérer seule. Son ton passait habilement de la sympathie à la dérision. Elle a poursuivi. Harold voulait que nous nous assurions que vous ne manquiez de rien. Parlant à voix basse, comme si le simple fait de prononcer son nom lui conférait un pouvoir, elle a soutenu mon regard. « Non », répondis-je sèchement. Emily cligna des yeux. Agacée, je fixai l'agent et répliquai. J'ai dit non. Pas d'évaluation, pas de visite, pas de vente. Pardon. L'agent jeta un regard inquiet à Emily avant de reculer vers la porte en disant « Si vous êtes ici de votre propre chef et sans mon consentement écrit, je vous suggère de partir immédiatement. » Le masque d'Emily se fissura quelque peu. « Evelyn, murmura-t-elle, ne sois pas difficile. » J'avançai, la voix toujours calme, mais avec une pointe d'agressivité. « Vous êtes venus ici sans ma permission. Vous êtes entrés chez moi sans y être invités, et vous avez amené des étrangers dans ma propriété privée pour évaluer ce que vous comptez voler. » Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la toute première fois, elle ne savait pas quoi faire. L'homme au bloc-notes marmonna quelque chose à propos d'un malentendu avant de se précipiter dehors et d'emmener l'agent avec lui. « Vous n'avez aucune autorité ici, » répondis-je froidement. Plus maintenant. Seule Emily restait, les mains crispées sur la bandoulière de son sac à main. Immobile dans l'embrasure de la porte, elle tenta une dernière fois de sourire. « Je voulais seulement vous aider. Vous vouliez vous aider vous-même, dis-je, mais j'ai agi dans le respect de la loi. » Elle semblait sur le point de s'en prendre à moi, mais elle ravala sa colère et partit sans un mot.
Après avoir soigneusement fermé la porte derrière elle, je la verrouillai et restai immobile pendant un moment. Il commençait à se planter. J'étais assez patient, ce qui joua en ma faveur. Les individus désespérés ont tendance à commettre des erreurs. Mon téléphone sonna dès le lendemain matin. « Salut, Nathan », tout en me calmant. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. On pouvait entendre le stress dans sa voix. J'ai gardé un ton léger et j'ai dit « Maman, que s'est-il passé hier ?» Emily est rentrée bouleversée. Elle a fait venir un agent immobilier chez moi sans ma permission. Ça a tendance à contrarier les gens, même si ce n'est pas autant que d'avoir son propre fils qui autorise ça dans son dos. Maman. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle a mal compris. Je ne lui ai jamais dit de prendre rendez-vous. Quoi qu'il en soit, il mentait avec tant d'aisance que j'ai dû fermer les yeux. Nathan, as-tu signé quelque chose? Ai-je demandé, ma voix tranchant ses justifications à la vitesse de l'éclair. Son silence en disait plus long que tous les mots qu'il aurait pu prononcer lorsque je lui ai demandé « As-tu donné à Emily des raisons de penser qu'elle avait autorité ici ?» J'ai presque eu pitié de lui. Je l'informai calmement que j'avais révoqué la procuration. C'est fait. Mon avocat a tous les documents. Tout ce qui concerne ma succession ou cette propriété passe désormais par lui. Maman, ne fais pas ça, répondit-il avec conviction. Nous sommes une famille. Exactement, répondis-je. Et les familles ne font pas entrer en cachette des agents immobiliers dans la maison de leur mère, un mois après ses funérailles. Au loin, je pouvais entendre les murmures angoissés d'Emily. Je l'imaginais debout derrière lui, manipulant ses phrases comme un marionnettiste. Nous voulons simplement nous assurer que tout se passe équitablement, répéta Nathan. Mais cette fois-ci, sa voix trahissait une pointe de nervosité et une fissure. Inutile de crier. Je gardai donc le ton bas. Ce n'est pas une question d'équité, ai-je répondu. Il a poussé un profond soupir dans le combiné et a dit « Il s'agit de ce que tu pensais pouvoir prendre, mais plus maintenant. » J'ai senti mon estomac se nouer et j'ai failli rire quand quelqu'un a dit « Tu exagères ». Son cœur s'est emballé lorsqu'il a entendu les mots « Nathan, tu as falsifié un testament ». Cela a plané entre nous pendant un moment, et j'ai laissé passer un peu de temps. « Maman », murmura-t-il, « de quoi parles-tu? Tu n'as aucune idée de ce dont je parle. J'ai le document. J'ai le vrai testament d'Harold, dûment notarié. Et j'ai le faux qu'Emily a aidé à créer. Tenta-t-il d'intervenir? Après avoir dit « Il n'y a pas », je l'interrompis. Mon avocat a déjà entamé les démarches nécessaires. Si tu veux le contester, tu devras te mesurer à des témoignages d'experts, des déclarations sous serment et des analyses graphologiques. Il y eut un autre moment de silence. Je pouvais voir le poids de la situation le frapper. À l'autre bout du fil, je pouvais entendre des arguments étouffés. La voix d'Emily s'élevait. Nathan essayait de la faire taire, et je dis doucement mais fermement « Tu as fait un choix, Nathan, ajoutant, et tu l'as laissé te mener droit là-dedans. » Maintenant que l'illusion d'une simple prise de contrôle s'estompait, je les imaginais essayant frénétiquement de reprendre le contrôle. Enfin, la voix de Nathan redevint plus faible, même s'il ne pouvait pas le voir. Je souris et dis « Nous voulions juste éviter que ça tourne mal. »« Oh, Nathan, dis-je, c'est déjà fait. Tu pensais simplement que je serais trop blessé pour y prêter attention. » Il resta silencieux. Dès qu'il raccrocha, j'entendis un clic. Le bruit lointain de la connexion coupée résonnait dans mes oreilles, tandis que je restais là. J'avais longtemps évité de confronter Nathan à ses défauts, les dissimulant et expliquant son égoïsme par son immaturité ou l'influence d'Emily. Mais maintenant, c'était très clair, c'était lui qui avait fait ce choix. J'avais choisi pour moi-même, tandis qu'il avait fait passer son avarice avant le respect, restant calme comme à mon habitude. Je posai le téléphone et me retirai dans mon bureau. Le dossier qu'Alan avait scellé était sur le bureau. Il ne manquait rien. Il était inutile de brouiller les pistes à ce stade. Ils jouaient à rattraper leur retard. Le premier contact eut lieu à l'aube, un lundi, bien avant que quiconque ne soit levé. Calmement,
mais directement. Alan Dett, Evelyn. L'enregistrement officiel de la fondation privée est terminé. Dès que vous le souhaitez, nous pouvons entamer le transfert des actifs. Je baissai les yeux pendant un moment. Tout ce que nous avions accumulé à la sueur de notre front, la maison, les investissements d'Harold et nos économies étaient désormais à l'abri de Nathan, d'Emily et de tous ceux qui avaient niet pu penser que ma tristesse ferait de moi une proie facile. Pendant ce temps, j'imaginais Harold assis en face de moi, observant la scène. Je murmurais dans le silence. Ils pensaient pouvoir te briser, mais ils ont oublié qui les a élevés. Plus tard dans la journée, j'ai retrouvé Alan dans une petite salle de conférence de la banque qui gérait désormais la fondation, plutôt que dans son bureau trop exposé. Les documents étaient soigneusement rangés entre nous par la gestionnaire de compte, Mlle Coulson. Tout était clair, enregistré et scellé, à la fondation Evelyn et Harold Hill, entièrement autonome et irrévocable, a-t-elle murmuré. Votre maison et vos biens sont désormais protégés par la fondation, et les administrateurs que vous choisirez pourront prendre toutes les décisions futures en votre nom. Sur la liste des administrateurs, le nom de Margaret figurait en premier. Le nom de Nathan avait disparu. Il avait été supprimé du titre, de la banque, des polices d'assurance et de tous les autres ancrages financiers qu'il avait subtilement cru être siens. La propriété de la maison ne se limitait plus à mon nom. Elle appartenait désormais à une entité plus grande et immuable. De plus, je conservais le contrôle. Alan Dett, c'est fait. En glissant les derniers papiers dans mon conteneur, ils ne peuvent pas toucher un seul centime. La sensation d'apesanteur était étrange. Ce n'était ni du soulagement ni de la joie, mais simplement de la clarté. La rancœur est le carburant qui alimente la vengeance, ce qui n'est pas le cas ici. Ici, il s'agit de préservation, d'une préservation silencieuse et définitive. Alan me surveillait de près. Voulez-vous que je les informe de manière légale s'ils essaient de faire quoi que ce soit? Ils le découvriront. C'était hors de question pour moi. Laissez-les découvrir par eux-mêmes. Il sourit d'un air satisfait. Ça va être une journée intéressante. Oh, j'en avais bien l'impression. Non pas parce que quelque chose avait changé physiquement, mais parce que la maison était à nouveau entièrement mienne, libérée des menaces courtoises et des exigences murmurées. Et je pouvais sentir un changement d'énergie lorsque je suis rentrée chez moi. Mon téléphone a bipé pendant que je faisais infuser les feuilles de thé. Ajoutant à son message précédent, Nathan écrit « Maman, pouvons-nous en finir? S'il te plaît, c'est la limite. Voulez-vous qu'on se voie ?» Chaque syllabe trahissait désormais un sentiment de désespoir. Je fixais le message. J'avais défendu cet enfant contre les brutes, les mauvaises notes et les dures épreuves de la vie. C'était lui qui m'avait offert des fleurs sauvages pour la fête des mères et qui se glissait dans notre lit chaque fois qu'un orage menaçait. Maintenant, il implorait mon aide parce que l'argent disparaissait. Pas mon amour ou mon pardon, mais l'argent seul. Je ne répondis pas. Je finis par me rendre dans le bureau de Harold, où je mis à l'abri dans le coffre-fort les derniers exemplaires des documents relatifs à la fondation. Il y avait aussi le journal intime, dont le poids augmentait chaque jour, non pas à cause du papier, mais à cause de la réalité. Ce n'était pas le petit arrangement paisible qu'ils avaient tenté de m'imposer, ni celui qu'Emily avait espéré 2 semaines plus tard. La pancarte, à vendre, était affichée. C'était unique. C'était le dernier. Nathan ne pouvait pas avoir la maison. Elle restait une cible tentante, pendant qu'ils attendaient que je baisse les bras et abandonne. Non, elle serait vendue selon mes spécifications, et l'argent irait directement à la fondation afin qu'elle soit en sécurité pour toujours. Une organisation de préservation du patrimoine historique avait reconnu que la maison avait plus de valeur qu'un simple bien immobilier. Elle l'appréciait également pour les souvenirs qu'elle renfermait. Et Alan avait trouvé un acheteur. Il la remettrait en état, lui rendrait hommage et, surtout, la protégerait de l'avarice de Nathan et Emily ce matin-là.
J'ai signé le contrat de vente. Alan s'est adossé à son siège et a poussé un soupir de soulagement alors que l'encre commençait à sécher. Très bien, Evelyn. Toutes les lacunes ont été comblées. Pas exactement. Mais j'ai senti un poids m'être enlevé des épaules. Lorsque l'équipe de l'acheteur est arrivée pour commencer les inspections, nous nous sommes tenus côte à côte sous le porche. Leur accueil chaleureux était un changement bienvenu après les semaines de mensonges que j'avais dû endurer. J'ai regardé Alan tandis que nous nous promenions dans le jardin. Tu es sûr que tu ne veux pas être là quand ils le découvriront? C'était hors de question pour moi. À mon avis, ils l'apprendraient tôt ou tard. Qu'ils l'apprennent quand ils ne pourront plus rien y faire. Margaret est venue me chercher plus tard dans la journée. Les valises étaient déjà en ma possession. Après ces éclats, je n'avais aucune intention de rester. J'avais discrètement trouvé une modeste maison près de la plage, suffisamment loin pour que Nathan ne vienne pas frapper à ma porte, mais assez près pour que je puisse encore profiter de l'air marin dont Harold avait toujours rêvé pour sa retraite. Je jetai un dernier regard à la maison alors que nous nous éloignions, mais cette fois-ci, c'était avec lucidité, plutôt qu'avec chagrin, de ma jeune épouse innocente à ma nouvelle mère, de la veuve effrayée à l'idiote patiente, puis finalement à la femme qui n'appartenait plus à personne d'autre qu'à elle-même. Cette maison avait abrité toutes mes incarnations. Margaret me jeta un coup d'œil. « Ça va ?» J'acquiesçai. Mieux que ça. Moins de 24 heures plus tard, l'appel est arrivé. Nous étions en train de décharger la cuisine lorsque le téléphone de Margaret a sonné. Elle a haussé un sourcil en me le tendant. « Bonjour, Nathan. »« Oui, » ai-je répondu. « Que se passe-t-il? »« Maman, d'après Emily, la maison est en vente. Des gens veulent l'acheter. » La peur s'était emparée de lui et sa voix tremblait. « Oui, Nathan, » ai-je répondu d'un ton calme. « Elle est en vente. Cela n'a plus d'importance pour toi maintenant. Tu ne peux pas faire ça. »« Oh, mais si, je peux. » Perplexe. Il a haussé le ton. Je n'arrive pas à y croire. Finalement, tu nous ignores complètement. Après tout ce qui s'est passé, après papa, après tout, je lui ai laissé l'espace nécessaire pour exprimer sa colère et lui ai permis de vivre pleinement son chagrin. Dans une dernière déclaration calme mais déterminée, j'ai dit à Nathan, « Je ne vais pas t'exclure. C'est toi qui t'es exclu en falsifiant la signature de ton père. » De son côté, il y eut un silence oppressant. « Tu détruis cette famille. »« Non, » me suis-je dit. « Je me protège d'une famille. » Cela n'a pas pris longtemps. Alan a téléphoné 3 jours après la conclusion de l'accord, d'une voix calme mais quelque peu amusée. Ils ont déposé une plainte. L'anticipation m'avait empêché de broncher. Pour quel motif? Incompétence mentale. Bien sûr, ils ont recours à la compassion ou, pire encore, au contrôle lorsque leur cupidité est contrariée. Emily l'avait probablement préparé à cela. Le scénario était prévisible, une veuve éplorée, des choix impulsifs et des influences extérieures. Ils ont cherché à convaincre le tribunal que je n'étais pas mentalement apte à conclure ces transactions. Alan a ajouté, « Ils sont désespérés. » C'est bâclé. Le léger tapotement de son stylo sur son bureau parvint à mes oreilles. Ils pensent vraiment que ça va marcher. Curieuse plutôt qu'en colère. J'ai demandé, « Non, ça ne marchera pas. Compte tenu de notre situation actuelle, ce n'est pas faisable. » Cette fois-ci, j'étais préparée. Des examens cognitifs clairs, récents et complets. Des déclarations signées par des experts, des conseillers financiers et même les déclarations de Margaret, prouvant les mesures progressives que j'avais prises bien avant le premier contact terrifié de Nathan. Étaient autant d'évaluations médicales qu'Alan avait préalablement obtenues auprès de mon médecin. L'expert médico-légal qui a vérifié la falsification du testament faisait partie des preuves dont nous disposions, ainsi que des enregistrements audio des manipulations d'Emily et des lettres contenant des menaces subtiles. Cette défense n'était pas quelque chose que j'avais concocté à la va-vite, mais plutôt quelque chose que j'avais patiemment mis en place pendant qu'il pensait que j'étais encore faible. Alan poursuivit. « Dès que possible,
Nous allons intenter une contre-poursuite pour harcèlement émotionnel et coercition successorale. Cela mettra fin à toute dispute concernant la tutelle. Ma respiration était superficielle et laborieuse. Ce n'était pas la victoire que je ressentais, mais plutôt un sentiment de détente tranquille. Ce n'était pas qu'ils avaient échoué, mais plutôt que je n'étais plus une cible passive. Ils n'ont pas de dossier, rétorquai-je. Je suis d'accord avec Alan. Ils en sont conscients, mais ils continuent de patauger. Ils doivent peut-être penser qu'il y a encore une possibilité. Nous attendons. Les gens désespérés croient toujours qu'il y a encore une solution. J'acquiesçai. Très bien. Laissons-les gaspiller leur argent. Puis il y eut 2 semaines de calme. Le silence me fit penser qu'ils avaient abandonné, mais j'avais trop d'expérience pour y croire. Je sus que c'était Alan lorsqu'il téléphona. Ils ont déposé une nouvelle requête, dit-il d'un ton ferme. Le nom d'Emily figure directement sur ce document. Je fermai les yeux. Qu'est-ce que c'est? Une demande de tutelle. C'était leur dernière carte. S'ils ne parvenaient pas à gérer mes finances, ils recouraient à la manipulation. Prétendre que j'étais une vieille dame seule, psychologiquement fragile, ayant besoin d'une surveillance responsable. Leur surveillance était la technique habituelle d'Emily. Sur le papier, Nathan donnait les rênes à Emily pour cette affaire. Il devait croire qu'elle pouvait gagner, puisqu'elle lui avait assuré qu'elle gérerait mieux la situation. Alan poursuivit. Leur déclaration sous serment laisse entendre que la Fondation a subi des pressions et vous dépeint comme instable et seule. Elle affirme également que Margaret exerce une influence sur vous, la tactique émotionnelle habituelle. Au lieu de rage, un calme étrange et glacial m'envahit. C'est leur coup final, dis-je. Ai-je poursuivi? Alan a laissé échapper un rire sec. C'est aussi leur dernière erreur. Bien qu'Emily ait soumis sa requête, elle n'était pas au courant des préparatifs minutieux que nous avions effectués, étape par étape, conformément à la loi. La voix d'Alan s'est adoucie lorsqu'il a examiné les documents. Examens médicaux récents, tests cognitifs effectués de manière indépendante, déclaration vidéo avec audio, entretien avec des conseillers financiers, certifiés par un notaire et, surtout, l'intégralité de ma déclaration vidéo. Dans mon esprit, je me revoyais clairement assise dans le bureau d'Alan le jour où nous l'avons tourné, gardant une voix et un angle de caméra stable. Je m'étais présentée comme Evelyn Hill. Toutes mes actions ont été motivées par ma libre volonté, ma pensée rationnelle et des recherches approfondies. Ma dernière déclaration vidéo est ici. Mon fils et ma belle-fille devraient l'utiliser comme réponse directe s'ils tentent un jour de mettre en doute mes capacités. Pas un seul accroc ni une seule faille. Une fois l'enregistrement terminé, Alan a souri. Ils vont détester ça. La prochaine étape consistait à l'envoyer, sans se montrer défensif ni émotif. Alan a soumis une réponse complète et irréprochable. 3 jours plus tard, le tribunal a rejeté leur requête sans tenir d'audience. Fini le procès. Les formalités administratives et les manœuvres judiciaires. Leur dernière arme avait péri avant même d'arriver à destination. Alan a tendu les documents à travers la table et a déclaré « Ils ne s'en tireront pas comme ça. Vous avez fait preuve d'une patience extraordinaire. Non seulement ils ont cherché à faire ces choses, mais ils les ont vraiment faites. » Harcèlement émotionnel. Coercition frauduleuse. Falsification et tentative de manipulation d'une succession. Dommages-intérêts réclamés. 100 000 $. J'ai regardé le chiffre. Vous êtes sûr? Demandai-je. Le ton d'Alan était apaisant. Sans aucun doute. Des enregistrements audio au testament falsifiés, en passant par les rapports d'experts certifiés. Nous avons tout. Même le juge ne clignera pas des yeux devant l'ampleur des traces qu'ils ont laissées. J'acquiesçai silencieusement et fermement. Déposez le dossier. Les formulaires furent rapidement remplis. Le tribunal n'était plus compatissant, ni patient envers les manigances de Nathan et Emily. Leur dossier était déjà entaché. La convocation les frappa comme un coup de marteau. Peu après, au marché, Margaret fut la première à apercevoir Emily.
Elle avait l'air très pâle, rapporta Margaret. Elle n'a même pas essayé de faire la conversation. Je me sentis presque mal pour elle, car j'avais érigé une barrière qu'ils ne pourraient jamais franchir tant qu'ils s'adonneraient à leur manipulation. Leur avocat a fait un effort pour contacter Alan discrètement. Il souhaitait un arrangement. Selon l'email, un montant moins élevé pouvait être discuté. Mes clients reconnaissent leurs erreurs, mais ne peuvent pas satisfaire la totalité de la demande financière. Alan me l'a envoyé avec un sourire narquois. Il m'a dit qu'ils étaient en faillite. Ils ont confondu vos actifs avec un héritage. Ils ont gaspillé votre argent dans la maison et vos économies en pensant que tout serait bientôt là. J'ai bu mon thé et j'ai prononcé un seul mot. Non. Pas de réduction. Pas de pardon. Ils se sont battus pour chaque centime auquel ils n'avaient jamais légalement droit. Ayez de la compassion pour eux. La date du procès est arrivée très vite. Leur avocat n'a pratiquement pas plaidé. Ils avaient épuisé toutes leurs options de défense. Le jugement final rendu par le tribunal était clair, concis et sans appel. Ma dette envers Nathan et Emily s'élevait à 100 000 $. Cependant, ils n'avaient manifestement pas cette somme. 2 semaines plus tard, la demande d'insolvabilité était déposée. Avec un doux sourire et une trace de satisfaction sur le visage, Margaret posa Lavis sur elle. Ils ont déposé les documents ce matin, m'informa-t-elle en me tendant le dossier. Party 7. Leur faillite officielle était prononcée. Assis sur ma petite terrasse avec vue sur l'océan, j'étudiais attentivement l'avis. Même s'il m'apportait une certaine closure, il ne me procurait aucune joie. Leur avenir, qui reposait auparavant si sûrement sur mon silence, était désormais réduit à ce qu'ils avaient cherché à éviter. Le néant. Leur crédit était ruiné, leur réputation était détruite et leur avenir était brisé. Plus tard dans l'après-midi, Alan m'appela. « C'est fini, Evelyn, » m'a-t-il dit. « Ils devront vivre avec le stigmate de cette faillite pendant les 10 prochaines années. C'est un document officiel, irrevocable. Tant mieux, » ai-je répondu sans détour. « Ils ne pourront plus jamais te toucher. » J'ai murmuré. « Non. Je ne pense pas qu'ils le pourront. » Alan a hésité avant de dire quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Evelyn. J'ai déjà eu affaire à de nombreuses situations similaires, mais le résultat est rarement aussi grave. Personne ne t'a vu te débattre. Après avoir érigé ton mur, tu les as laissés entrer sans broncher. C'est parce que je n'ai pas crié. Ils ne m'ont pas entendu arriver. Ai-je répondu? Je n'ai jamais supplié de ma vie. Tout ce que j'ai fait, c'est attendre. Ils avaient accompli leur tâche, et j'étais enfin libre, comme si l'eau avait enfin lâché prise. L'océan était serein ce matin-là, d'une sérénité qui ne semblait pas vide, mais méritée. Mon identité était protégée et ma charité était sauve. Lorsque la faillite a été prononcée et les poursuites judiciaires closes. Regrettes-tu de ne pas lui avoir reparlé? M'a demandé Margaret un jour, après le verdict. J'ai repensé aux messages urgents que j'avais envoyés par SMS, par téléphone et sur sa messagerie vocale, et auxquels j'avais choisi de ne pas répondre. Non, ai-je finalement répondu. Il sait tout de moi. Il connaît l'adresse de ma maison. Quand il aura une raison valable de frapper à ma porte, plutôt que pour mendier ou demander de l'argent, on le verra bien. Margaret esquisse un sourire. Mais tu ne le détestes pas. Je murmurai. Non. La haine m'accable, et j'ai déjà assez souffert. J'adorais le jeune homme qu'il était, poursuivis-je. Mais l'homme a fait ses choix. C'est mon tour maintenant.